Salut à Salut à toi, toi, derrière ton écran. derrière ton écran. Cette version escalier et écho de Salut à toi derrière ton écran. Bienvenue dans ce C'est ça en 40... canon. Ouais, pas mal, en canon. Dans ce 42e épisode du 7e. Argument. Aujourd'hui, je n'ai pas malheureusement Napoléon avec moi, mais j'ai deux grands hommes qui sont chers à mon cœur et qui sont historiquement proches de moi, à savoir Mathieu et Antonin. Pour la première fois, Antonin, bienvenue dans ce 6e argument, les gars, ça va bien? Ça va, et toi? Ça va très Ça bien. va, bah écoutez, ou bien. On l'enregistre en pleine journée. Je crois que c'est une des rares fois où on l'enregistre aussitôt. En tout cas, avec ce soleil apparent. Il fait beau, Le profitons-en. soleil d'Austerlitz. D'Austerlitz, tout à fait. Donc voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Et bah effectivement, on a encore un épisode en version visio. Alors c'est pas parce qu'on a le Covid et qu'on veut pas se voir, mais c'est que là j'ai des petits problèmes techniques de logiciel. C'est très compliqué à expliquer, mais en tout cas pour l'instant on va être en visio et jusqu'à je pense le début de l'année prochaine. Mais c'est pas grave, ça nous permet d'avoir Antonin qui n'est pas à côté de chez nous entre guillemets. Hein, tu es d'une autre contrée. Mais voilà, donc du coup, ça permet d'avoir d'autres personnes et ça peut peut-être changer ainsi un petit peu la donne, mais on parlera toujours de la même façon d'un film par mois. On continue toujours dans ce format-là. Et aujourd'hui, vous l'avez bien compris si vous avez vu l'aperçu et si vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler de Napoléon, la version Ridley Scott qui vient de sortir dans nos salles et surtout, alors, c'est pas forcément le film auquel je voulais absolument me concentrer ce mois-ci, mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de polémiques et que même avant que j'aille le voir, j'avais beaucoup plus de notes négatives que de notes positives. Donc je me suis dit, bah écoutez, on l'a vu tous les trois, on va essayer de dire ce qu'on en a pensé. Est-ce que c'est aussi terrible que ça? Est-ce que ça vaut pas plus le coup d'œil que ce qu'on entend parler? Est-ce que Joaquin Phoenix fait un bon Napoléon? Est-ce que Ridley Scott sait mettre encore en scène des scènes de bataille et de conflits? On va voir ça tous ensemble. Exactement. Avant de lancer la bande-annonce, et ben voilà, est-ce que vous avez un truc à nous dire, les gars? Est-ce que vous voulez quelque chose à rajouter avant que je lance cette bande-annonce? Non, je pense que tu peux lancer la bande-annonce. On lance la On va bande-annonce? préparer. On lance. Eh Allez. ben très bien, on lance la bande-annonce. Ensuite, il y aura notre avis sans spoil et après avec spoil. Et bien sûr, il y aura bien évidemment nos notes. Donc voilà, c'est parti, je lance la bande-annonce. À tout de suite. Bande-annonce. My dear Josephine, I've just won a great battle. But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne as king. Shall we vote? This vermin has routed Europe. I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Will you join me? Voilà, donc Napoléon by Ridley Scott, du coup qui avait été quand même assez annoncé déjà il y a plus d'un an, donc on attendait de voir ce projet-là. Il y a du gros casting en tête, notamment Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim. Alors ils le mettent vachement en avant dans les bandes annonces, mais on le voit pas non plus tant que ça. Mais bon, ça fait toujours plaisir de le voir dans ce type de projet. Et voilà, il y a d'autres acteurs que vous reconnaîtrez sûrement tout le long du film. Voilà, est-ce que vous les gars, toi Antonin, toi Mathieu, est-ce que vous attendiez le film avant que je lance le pitch et qu'on lance la note? Bah, vas-y, déjà, Antonin. Alors, c'est un film que je voulais voir. Je l'attendais pas forcément, dans le sens où mes attentes sont quand même baissées par rapport au film actuel. Mais je voulais quand même assez le voir, d'autant plus que c'est un film à un gros budget avec du coup Joaquin Phoenix que j'aime beaucoup. Et c'est un film de Ridley Scott, donc ça reste comme un film qu'on peut voir quand même. Ok, donc tu l'attendais, ouais, tu l'as vu dans les salles, tu te dis ouais, allons-y, on va tenter Allons-y, ouais. l'expérience. Et c'est surtout aussi sur Napoléon qui est quand même peut-être dans le top 3 des plus grands personnages de l'histoire de France. Donc ça reste Ouais. quand même Intéressant. important. Tout à fait. Intéressant. Toi Mathieu qui en plus fait un petit peu, bon je le répète souvent, mais c'est vrai que peut-être que les gens nous le découvrent à chaque vidéo. Toi tu as fait des études d'histoire. Alors c'était pas forcément ton axe principal Napoléon, mais bon, ce qui va être important, c'est que tu me donnes aussi ton avis et ton point de vue sur cela. Au-delà de ça, en tant que spectateur, est-ce que tu attendais ce nouveau film de Ridley Scott? J'ai un gros problème avec Ridley Scott, donc j'attends pas beaucoup ces films, pas forcément énormément. C'est au niveau de sa mise en scène en particulier qui m'emmerde beaucoup. Ensuite, faut bien comprendre un truc, c'est que le culte napoléonien, c'est les anglo-saxons et les Russes, autrement dit ceux qui ont été les ennemis de Napoléon,
qui sont le plus respectueux de l'empereur. Donc là, il y a matière quand même à débat, clairement. Mais moi, en même temps, j'attendais pas beaucoup. J'étais plutôt bon, bah on va voir, mais j'avais pas des espérances grandioses. D'accord. Bah oui, moi Napoléon, bah oui, si. Alors, je vous avoue que pour être franc avec vous, la bande-annonce me hypait pas mal. En tout cas, les premières bandes-annonces, je les ai pas toutes regardées, mais les toutes premières bandes-annonces lançaient quand même quelque chose d'épique à la Ridley Scott. Alors moi, Ridley Scott, je suis pas fan de tous ses films. Bien sûr, il y a le fameux top avec Alien notamment, mais après, voilà, Gladiator, j'aime bien. Mais il y a dans sa filmographie, en tout cas plus récente, à part le dernier duel que j'ai trouvé sympathique, j'ai pas vu le film sur House of Gucci. Il paraît que c'était pas bon du tout. Non, c'est pas bon. Mais je l'ai vu, c'est vraiment pas bon. Ouais, il y a un film sur 3 qui est plutôt potable, je pense, aujourd'hui. Mais voilà, ça m'intéressait quand même d'avoir sa vision. Et surtout, bah, pareil comme Antonin, Joaquin Phoenix, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'aime suivre. Donc j'avais quand même envie de voir ce qu'il pouvait délivrer comme performance. Et puis voilà, donc on a été voir ce film-là. Je le pitcherai rapidement, même s'il n'y a pas grand-chose à pitcher, hein, puisqu'on va suivre de façon assez classique l'évolution du coup de ce jeune Napoléon, bah, de ce personnage de Napoléon jusqu'à qu'il devienne empereur et jusqu'à qu'il délivre les fameuses batailles qu'on connaît, hein, qu'on a tous eu en cours ou qu'on a vu dans les livres d'histoire. Donc de façon assez je vais pas être scolaire, mais je veux dire, voilà, à chaque fois, on nous présente le contexte, la date, l'année, et on nous amène voilà, l'avancée de l'histoire avec ce personnage-là. Et bien évidemment, en parallèle de sa conquête du pays et de l'Europe, il va y avoir son histoire d'amour avec cette fameuse Joséphine. Alors, si je me De trompe pas, Beauharnais. voilà, si je me trompe pas, dans la vraie vie à l'époque, c'était une femme qui était plus vieille que lui, notamment contrairement au film où là, il y a une dizaine d'âges de différence. Et voilà, Ouais. cette histoire d'amour qui va être un petit peu son équilibre central et qui va faire flancher ou pas Napoléon dans sa conquête des différents pays. Voilà, donc pichement, c'est juste l'histoire romancée et bien évidemment un peu plus fictionnée, mais de la montée au pouvoir de cet empereur, de cet homme déchu, voire même de ce non-héros, mais on va en parler juste après. En tout cas, voilà, on casse un peu l'image de ce qu'on pouvait penser des fois de Napoléon. En tout cas, moi, ça a été le cas. Donc on va voir ça. Voilà pour le pitch. On va donner nos notes avant de donner notre avis général sur le film, hein, donc on n'est pas encore dans la partie spoiler. Je vous propose, messieurs, de taper à côté de votre prénom. Ça, c'est l'avantage du live. Du coup, on va taper notre note avant de le valider. On attend que tout le monde l'ait tapé. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Donc, c'est une note C'est sur bon 5. pour moi. Bah, attends, Voilà. Ah, c'est là, d'accord. Donc, tu vois, modifier le nom affiché. Donc, excusez-moi, on est un peu à mettre les notes pour les nuls, mais on le fera mieux pour la prochaine fois. Hop. On s'est pas entraîné On pour est ça prêt. avant, j'avoue. Donc, une note sur 5. Quand vous êtes prêts, messieurs, vous me le dites. Hop, merde. C'est bon. Il a annoncé, voilà. Mathieu, c'est pas grave. Et ben c'est parti, on y va, on lance On les y va. notes. Donc, on a 2, Ah. 3 sur 5 et on a un 2 sur 5. Donc, on est soit un petit peu au-dessus de la moyenne, On est d'accord. soit légèrement en dessous de la moyenne, mais on est plutôt dans Assez. le même esprit. Personne n'a adoré, personne n'a non plus détesté, mais on va en parler tout de suite. Donc, l'ordre le veut, c'est toujours la gimmick, c'est celui qui a moins aimé qui commence à donner son avis. Global, général, sans trop de spoil pour l'instant, avant qu'on rentre dans la partie plus spoil. Mathieu, donc Napoléon 2 sur 5, dis-nous tout. Ouais. Alors, bon, le plus gros problème, c'est ce que je vous teasais un petit peu tout à l'heure, c'est que moi j'ai un problème avec le personnage de Napoléon tel qu'il est représenté, c'est qu'il n'est pas corse. J'entends par là que la Corse, quand même, on a, si j'ose dire, des stéréotypes là-dessus. Ce sont des gens fiers, farouches, comme dans Astérix en Corse. Et là, justement, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Malheureusement, c'est pas vraiment un Corse, je trouve. Bref, le Napoléon, il manque d'une certaine envergure méditerranéenne, il manque d'une certaine envolée latine qui, selon moi, a fait Tu partie parles, de son charme. excuse-moi, tu parles en trait physique du casting ou Non, non, dans tu le parles dans quel comportement. sens? Dans le comportement, d'accord. Dans le Parce que comportement. toi, tu le voyais comment du coup, alors Napoléon Corse, si tu ensuite tes mots. Alors, bien entendu, le côté parfois froid, la colère froide qu'il peut avoir, ça
ça correspond, mais j'aurais vu un côté plus gouailleur, plus homérique, si j'ose dire, dans sa façon de se comporter, parce que c'était aussi quelqu'un qui était assez affable, Napoléon, dans sa façon d'être. C'était quelqu'un qui avait pas la langue dans sa poche. Là, par contre, une des premières présentations qu'on a de lui, c'est en train de pioncer en face du bureau de son supérieur hiérarchique. Donc, pas trop. Je Ensuite, vois. au niveau des bons points, toute la partie artistique, magnifique évidemment. Effectivement, faut se dire, on a Austerlitz sans le soleil d'Austerlitz, on a Waterloo à peine esquissé, donc on parle jamais de Grouchy par exemple pour Waterloo, comment ça se fait? Là, on a juste il y a Blucher qui va arriver, oui, mais nous on a des Grouchy d'un autre côté. Donc c'est un petit peu ni figue ni raisin si j'ose dire à ce niveau-là, mais c'est pas trop grave. Ce qui est bien, là tu as dit, nous sommes ces deux grands hommes, ces deux maréchaux pour cette émission. Et là, on voit aussi le côté avec Joséphine, qui effectivement était une grande dame aussi, qui était l'amour de la vie de Bonaparte. Mais par contre, il y a des trucs qui manquent. Là aussi, Joséphine, elle est intéressante, elle est développée, ce qui est malheureusement assez peu le cas aussi dans pas mal de bouquins qui restent sur l'empereur. Et là, il manque peut-être le côté créole. Justement, il y a pas assez pas sensation d'exotisme, mais de toute façon, les Français sont exotiques pour beaucoup de pays. Mais il y a pas justement ce côté un petit peu étonnant qu'elle avait par rapport au reste de la société du Premier Empire. Elle a beaucoup marqué justement par sa façon d'être, Joséphine, la façon de faire pour la cour impériale. D'accord. Même dès le directoire. Ouais, ce qui est pas effectivement, bon, alors moi je le savais pas ça, donc toi c'est intéressant d'entendre ça, mais c'est vrai que le film ne dépeint pas du tout son rapport social avec le reste de la cour et effectivement de la royauté. Mais c'est vrai que les scènes avec elle, même si elle est importante dans l'histoire, je trouve que c'est pas des scènes non plus qui sont longues, hein, en fait, hein. C'est plein de petits moments dans le film où on va la voir, on va la faire apparaître, mais bon bref, on en parlera plus dans les détails après en partie spoiler. On reste pour l'instant sur un avis général. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Mathieu, avant qu'on passe à Antonin? Oui, justement, tu parles de petits moments hachés, ça c'est mon plus gros reproche par rapport au film, c'est le fait que justement c'est un film version courte. Ouais, Que va y avoir sur j'allais Amazon mentionner. la version de 4 heures. Donc C'est moi, pas sur là, Apple, c'est Apple plutôt, non? C'est Apple Apple TV, TV, ouais. Apple, oui. C'est Apple TV qui a coproduit et effectivement, là, on aurait vu qu'une C'est moitié ça. de film parce qu'il durerait plus de 4 heures la version finale. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant. Moi, je l'ai appris après. Mais quand tu Très vois le chiant. film, ça se sent un petit peu qu'il y a des périodes qui sont complètement coupées, notamment la première séquence où il est banni sur la première île. On n'en parle presque pas alors qu'on sait que ça a été Sur l'île assez d'Elbe. compliqué. Ouais. Mais ouais, ça c'est vraiment triste de se dire qu'au cinéma, on a vraiment que la version cinéma et que sur Apple, faudra attendre la version de 4 heures qui sera, en fait, le vrai film. Donc là, on a vu une ébauche d'un film et c'est vrai que c'est un peu frustrant, C'est frustrant, frustrant. totalement. Antonin, du coup, toi, 3 sur 5, qu'est-ce que donc tu n'as pas détesté, mais voilà, Alors c'est je pas le meilleur film de l'ai, l'année. non, alors je l'ai ni aimé ni détesté. Ouais, c'est assez contradictoire. Non, Ça va, je au moins, trouve c'est le gros problème de tranché. ce film, c'est que je n'ai ressenti aucune émotion. C'est que je trouve que le film est plat. Alors certes, comme disait Mathieu, en fait, toute la photographie, c'est magnifique. Les plans à Austerlitz, même les batailles, je trouve pour moi très, très, très bien faites. Mais par contre, même sur le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, que j'aime beaucoup, je trouve qu'il ne transmet pas assez d'émotions. Voilà, OK. je n'ai ni d'empathie pour lui, je n'ai ni de joie pour lui, je sais pas, il me rend ni triste, ni joyeux. Mmh. C'est plat. Ouais, je trouve que le film, il est assez plat du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ce parti vraiment positif, je trouve que, c'est vraiment un film, vraiment artistique et comme l'a très bien dit Mathieu, il y a des plans qui sont très, très, très beaux, les batailles sont très belles, mais voilà, pour moi ça s'arrête là. Et après moi je connaissais pas tellement la vie entre guillemets «de Napoléon» et cette période de l'histoire, mais même je trouvais que même la relation entre Napoléon Bonaparte et du coup sa chère et tendre,
Ouais, Joséphine, Joséphine. ouais, je la trouve des fois un peu trop poussée. On sent qu'il y a de l'amour entre eux, mais c'est pas extravagant, en fait. Alors je sais pas si c'est Napoléon qui avait plus d'amour pour elle qu'elle, elle avait pour Napoléon, mais ouais, l'histoire d'amour, ça m'a pas du tout ému. Surtout, à mon avis, lors des saillies. Ah ouais, 2 ça, scènes de saillies. ouais. Moi, alors, sans spoiler, mais les gens verront, on en parlera si on veut après, mais j'ai quand même des gens derrière moi qui ont fait la seule remarque, qui rigolaient pendant ces séquences-là et qui disaient, Ouais. à un moment, il y a un mec qui dit: «Ah, ouais, c'est pire qu'un lapin». Voilà, j'ai retenu ça d'un des spectateurs derrière moi quand j'étais voir la séance qui s'exclamait de ça, mais après ça raconte beaucoup de choses aussi ces séquences, même si elles sont un petit peu effectivement particulières, un peu Mmh. malaisantes, hein, c'est le but des séquences, mais ouais, tout à fait. OK. Antonin, tu as autre chose à rajouter, pour sa version, non spoil? Non, et puis même les musiques, je les ai pas trouvées marquantes. Il y Ouais. en a pas une qui m'a Je suis surpris, d'accord, j'ai même pour te dire, je sais même même dans plus des batailles, qui est le compositeur, non, ça m'a pas marqué, tu non. vois? Je suis d'accord à ce niveau-là. Bah, ouais, c'est sûr, moi je rebondis un peu sur la vie en fait, je suis un peu sur vos 2. Je suis d'accord avec vous 2, hein, il y a pas, j'ai mis 3 sur 5. Pourquoi? Alors parce que déjà d'une, je m'attendais peut-être à pire, vu ce que j'avais entendu, sur le film et vu les polémiques qu'il y avait autour. Polémiques qui disaient qu'effectivement, bah, historiquement, c'était pas toujours très crédible, notamment la fameuse séquence déjà qui a été, hyper analysé dans les bandes annonces, la séquence où effectivement il aurait tiré sur une des pyramides d'Égypte. Bon, voilà. Après moi, un film, ça me dérange pas, même si ça raconte l'histoire de quelqu'un, un biopic ou autre, que ça dérive un petit peu et que ça fictionnise certaines choses et qu'on enjolive certaines choses. Moi, ça me dérange pas. Sinon, au pire, je vais voir un documentaire si vraiment je veux avoir que des choses vraies et que du véridique. Pour moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait voilà, certaines libertés. Et dans tous les biopics qu'on a pu voir avant, il y a forcément des libertés. Mais le but, c'est quand même de se rapprocher un petit peu. Et contrairement, par exemple, je prends toujours l'exemple de Bohemian Rhapsody, qui est pour moi un des biopics les moins bien réalisés en termes de documentation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment comme ça s'est passé. Bref, Napoléon, même si je suis pas l'expert en histoire, la plupart des choses que j'ai vues, je me suis pas dit, waouh, non, ça n'existe pas. Il y a des petits détails, il y a des petites choses. Mathieu reviendra dessus, je pense après. Mais voilà, donc en soi, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, je me suis pas ennuyé, malgré, quand même, ces 2h30, pas 2h40 je crois, je sais plus. 2h30, ouais. Ouais, je me suis pas ennuyé, j'ai aimé, voir le film, j'ai quand même aimé voir, effectivement cette montée de conquête avant le personnage déchu. Mais, alors, je dirais pas que j'ai rien ressenti, je comprends qu'effectivement, Joaquin Phoenix, bah, il est sur un jeu très monotone, que l'ensemble soit un petit peu effectivement plat par moment, mais je pense que heureusement qu'il y a les séquences de bataille et qu'il y a Oui, ces démonstrations, on La va dire bagarre. rapides de stratégie ou voilà et puis certains dialogues qui font mouche, il y a des confrontations de dialogues qui sont assez intéressantes. Mais, c'est peut-être parce que j'aime Joaquin Phoenix que j'aime bien aussi la mise en scène de Ridley Scott quand il fait ce genre de film. Ouais, c'est vraiment cool à voir. Mais on sent qu'il est charcuté, on sent que ça passe très vite sur certaines, parties du film et effectivement, on aimerait rentrer un peu plus en détail dans certains personnages, notamment Joséphine. On aurait bien aimé en voir un peu plus parce qu'en fait, on est toujours du côté du point de vue de Napoléon et rarement, je crois, de mémoire, du point de vue, d'autres personnages. En tout cas, c'est jamais vraiment, du point de vue de Joséphine. C'est toujours un personnage mais en tierce tout qui est à côté de Joséphine ou avec Joséphine que ça se passe. ouais, attends, je te coupe, Fabien, en tout cas, sur Vas-y, la je t'en version prie. longue, c'est beaucoup plus, apporté sur, Joséphine que sur, C'est ce qui a été dit là? C'est ce que tu as ouais. entendu? Oui, OK, c'est ce que j'ai bah, moi entendu, j'ai lu des articles sur ça et c'est vraiment beaucoup plus basé sur bah, Joséphine. écoute, moi j'ai hâte justement de voir la version, la vraie version, parce qu'en fait, on parle d'une version brouillon, hein, c'est triste à dire, mais Mmh. de voir la version finale sur Apple TV quand ça sortira. Mais non, je n'ai pas passé un mauvais moment, je trouve pas que c'est le film de l'année, mais je me suis pas ennuyé et je trouve pas aussi horrible que j'entends dire, pour l'instant. Je pense que Non, il est c'est, pas un gros blockbuster de fin d'année, qui veut le fait que, bah, comme on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent et pas grand-chose à dire autour du cinéma peut-être en ce moment, bah, voilà, il y a Napoléon qui est là, il y a tous les historiens, tous les gens qui sont plus terre à terre, qui veulent pointer du doigt ce qui va pas. Alors on peut dire déjà il y a des choses qui vont et c'est pas un mauvais film en soi. C'est pas non, mais c'est pas extraordinaire, mauvais. mais c'est pas un mauvais film non plus. Donc à voir. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc avant qu'on passe à la partie spoil, messieurs? Bon, je pense qu'il y a assez peu à spoiler, donc pour ma part, c'est bon. Bah, on va peut-être rentrer dans certains détails. C'est vrai que même si on n'a Oui. pas, révisé ses cours d'histoire de collège ou si, on n'a pas tout en tête, il y a peut-être des petits détails, voilà. Mais il y a pas de vraie grosse bascule effectivement, si on sait comment finit Napoléon normalement Après, je donc pense que c'est un film qu'il faut voir quand même au moins une fois, quand même.
Après, on se donne son avis, mais Mais historiquement, je trouve qu'il est intéressant et qu'il est oui, il est plutôt, intéressant, oui. didactique quand même. Il est pas non plus chiant à mourir, je veux dire, on me l'aurait présenté en cours, j'aurais pas trouvé ça chiant, quoi. Moi, j'ai Non, non, encore un pas du tout. souvenir de C'est films que je voyais en cours, il y a des trucs que des fois c'était pas ça, quoi. bon, c'est pas du négationnisme du niveau de The King, ça c'est sûr, mais bon, quand même. Mais on va passer à la Historiquement, partie spoil. Tu vois, Mathieu, on va pouvoir déballer encore des choses. On va pouvoir déballer des choses. Et bah écoutez, on va passer à la partie spoil. Donc ceux qui nous regardent maintenant, et si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas être vraiment spoilé entre guillemets, ne regardez pas ce qui va suivre. Et sinon, si vous vous en fichez, bah il y a pas de souci, restez avec nous. Voilà. Et si vous avez vu le film aussi, c'est parti. On passe à la partie spoil. Et pour cela, regardez, je mets une petite image et c'est parti. Partie spoil. Partie spoil, bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de moins? Mathieu, allez, moi j'aimerais bien savoir vraiment ce que toi tu sais de façon ferme, ce qui était vrai, ou enfin en tout cas ce qui est faux dans le film, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a montré dans le film qui était vraiment pas du tout ça, ou qu'il n'a pas fait ça du tout? Est-ce qu'il a tiré dans les pyramides, non. Mathieu? Il était même pas à côté des pyramides. La bataille des pyramides, les pyramides, elles étaient loin, à quand même quelques kilomètres. Donc, aucun risque de toucher quoi que ce soit. Première scène, exécution de Marie-Antoinette. Napoléon n'était pas là. Ouais, ça, Mais, j'ai là, il est entendu parler montré aussi. Ouais. pour montrer mais la foule qui réclame du sang, ça le dégoûte un petit peu. Bon, ça, D'ailleurs, non, je te coupe juste Mathieu sur cette séquence. Je trouve que cette séquence d'intro, alors même si Marie-Antoinette est de façon très un peu embellie et qu'il y a ce Napoléon qui est pas censé être là, je trouve que la séquence de guillotine, elle est vraiment, je l'ai trouvée assez puissante parce que ça prend son temps, c'est long. Même tu sais, il met de sa tête, il lui enlève ses cheveux et tout. T'as l'impression qu'il galère en plus à l'amener à cette fin. Et franchement, je trouve que je trouve que cette scène d'ouverture, elle est plutôt cool. Franchement, j'ai bien aimé la sensation parce que même si on a tous vu des scènes de guillotine, mais là, franchement, je trouve qu'elle était filmée d'une façon assez marquante quand même. Moi, il y a un truc qui m'embête, c'est quelque chose qu'a fait Marie-Antoinette en allant à l'échafaud, en sachant en plus qu'elle y a été de manière très, très, très digne dans la réalité. C'est en montant sur les marches, elle a marché sur le pied du bourreau, qui donc a fait aïe, et elle a dit je vous prie de me pardonner. Ah ouais, elle a dit ça. Je veux dire, oui, jusqu'à la fin, elle était classe, malheureusement. Et ça, c'est le genre de choses qu'on oublie beaucoup trop par rapport à ce personnage-là. Ensuite, Napoléon, quand il va à Toulon, il va lui-même en tant qu'espion. Bon, c'était pas déjà un général, c'était au moins un capitaine, je me souviens bien. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore général. Il n'est pas encore général. Oui, il n'est pas encore général, mais il est déjà capitaine, donc il envoie quelqu'un pour faire les repérages, quoi. Oui. Qu'il aille lui-même faire les repérages, c'est un peu bizarre. Mais entre guillemets, ça convient avec le personnage, le fait que le montre justement très actif, mais ça dure pas. Et là, je pense que c'est plutôt à cause des manquements des coupes pour ce film-là. Il n'y a pas ce côté technicien génial, parce que aujourd'hui encore, ces batailles sont étudiées, parce que justement, c'est des coups de génie qu'il avait fait, véritablement. Faut savoir qu'il s'est battu quasiment seul, enfin pas seul, je veux dire, en nombre inférieur par rapport aux armées adverses. Et donc, normalement, Napoléon aurait dû perdre dès 1800. Et pourtant, en 15 ans, il tient la dragée haute à l'Europe entière, c'est-à-dire au monde entier. Alors, je te coupe Mathieu juste sur ça, parce que c'est hyper intéressant. J'avais une question à ce niveau-là, sur sa stratégie de combat. Dans le film, je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Vraiment, si je prends que le film, que je ne m'intéressais pas à ce qui s'était passé autour ou ce que j'avais entendu, j'ai l'impression en fait que c'était plus des coups de chance que une vraie stratégie. Parce qu'en fait, même la bataille de fin qu'il perd du coup à Waterloo, j'ai plus l'impression qu'il n'avait pas assez jaugé le terrain ou qu'il avait juste eu moins de chance que les autres d'avant, même si effectivement la séquence à Austerlitz a l'air d'être plus calculée avec l'histoire sur le lac gelé, etc. J'ai l'impression, le film, j'ai l'impression qu'il le dépeint plus comme un mec qui a eu de la chance et qui a eu des bonnes idées au bon moment sans être un vrai stratège. Est-ce que vraiment, historiquement, ça a été avéré que ça a été vraiment un homme aussi stratégique que ce qu'on le sait? C'est ça ma question. Alors oui, justement, parce qu'on a sa correspondance, on a les lettres aussi de ces maréchaux, de ces généraux, sur lesquels il détaille sa stratégie.
où on rapporte effectivement, on a les rapports de bataille, y compris de ses adversaires. Et c'est pour ça aussi que justement, il est apprécié par les Allemands, les Anglais et par les Russes. Pour tout dire, le H en 39-45, justement, espérait qu'il n'y ait pas un nouveau Napoléon français. Parce que justement, ce mec-là, il est étudié parce que justement, il avait une connaissance vraiment encyclopédique de son armée. Il faisait un petit peu à Kubrick, quand il a fait ses études, ses recherches pour faire son Napoléon à lui, Kubrick, il allait jusqu'au bouton de manchette. Et ben là, Napoléon connaissait sa logistique sur le bout des doigts. Ça fait partie des éléments. Bah, c'est dommage que dans le film, ça s'est pas un peu plus montré qu'effectivement, bah, C'est il ça. écrivait ou il griffonnait ou voilà, on voit un petit peu les séquences où il parle, sur des grosses maps là, par terre, mais il est plus dans le genre: «Je donne des ordres» que, «Je construis une C'est vraie, ça. stratégie». D'accord. Et on ne le voit pas non plus en tant que mathématicien, parce que c'était quand même quelqu'un qui adorait les Ah! mathématiques, les sciences, et on ne le voit pas aussi en tant que législateur, puisque le Code civil, c'est lui qui nous l'a offert, si j'ose dire, qui est encore en cours aujourd'hui. Le Code civil actuel, c'est le résultat du Code Napoléon. Donc, D'accord. c'est un truc assez Et mais solide du pour durer au moins 200 ans, quoi. mais du coup, vous trouvez pas que dans le film, on dépeint plus ça comme un mec qui a un peu plus de chance qu'un vrai stratège, je trouve, ou c'est avec moi que Si, j'ai ressenti si, ça? si, si. Moi, Mais bon, j'ai pas ressenti ça, là, dans le film. Je me suis quand même dit: «Putain, en fait, ce mec, c'est vraiment du génie dans sa tête, quoi». Mmh, après, je l'ai ressenti Ouais, surtout non, à mais la c'est bataille, pour savoir, ouais, ouais. d'Austerlitz, ouais. Ouais, Je l'ai vraiment ressenti à cette bataille-là. ouais. Après, et, c'est oui, effectivement, c'est pas assez marqué. Je trouve que c'est pas assez marqué. Même, le côté mathématique, comme dit Mathieu, Mmh. on le voit pas, quoi. Mmh. On le voit pas du tout. ne serait-ce qu'en tant que maître artilleur, justement, il devait apprendre la balistique. Il connaissait très bien justement le calcul de parabole, ce genre de choses. Donc, c'est des choses qui manquent un petit peu. Mais Ouais. ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tu as autant des critiques de gauche qui voient genre, un Napoléon humilié dans sa façon d'être représenté, que des critiques conservateurs. Là, je pense à Christopher Lann en particulier. C'est un mec qui, justement, ne mâche pas ses mots pour son admiration de Napoléon. Et là, il a dit, bon, je m'attendais à pire. Effectivement, il est quand même bien représenté. Il y a un élément en particulier qui, lui, par contre, est très peu connu. C'est que Napoléon, sur la dizaine de guerres qu'il a fait dans cette très courte période, donc on va dire 94 à 1815, il a fait en fait que 2 guerres offensives. Tout le reste, c'était du défensif. Il a toujours demandé la paix. Il a OK. demandé: «Est-ce que vous voulez pas faire la paix avec moi, les Anglais?» et cetera. C'est les Anglais en particulier qui leur ont dit: «Non, non, non, jamais la paix avec vous». Ouais. Mais sinon, c'était pas un mec de guerre, c'était avant tout justement quelqu'un qui disait: «Bon, bah, on essaye de faire le moins de frais possible». Ouais, d'accord. Et après moi, dans le film, alors c'est un truc ce qui m'a un peu plus étonné, alors pas que je l'aurais pas imaginé, mais c'est vrai qu'il est quand même plus dépeint comme un homme en total manque de confiance. Je veux dire, le mec, c'est l'anti-héros au possible, et c'est plus le symbole qu'il représente que l'homme qui l'est vraiment, hein. Je veux dire, même sa première bataille à Toulon, on sent très bien qu'il est complètement enfin, qu'il sait pas trop s'il va réussir. Il se jette un peu dans la gueule du loup et finalement il réussit. Et au fur et à mesure qu'il va monter, il n'est jamais en confiance. Il n'est vraiment jamais en confiance. Même avec la première rencontre avec Joséphine, c'est plus elle qui fait limite le premier pas que lui. Et tout le long, on sent que c'est un homme meurtri de ça, qu'il a un complexe d'infériorité totale jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, même moi je le ressens même jusqu'à cette séquence finale où il est sur l'île de Sainte-Hélène, oui c'est Sainte-Hélène, hein, où il est en train de dialoguer avec, 2 jeunes filles, qui est en train de jouer à côté de lui et qui dit: «Ouais, mais où est-ce que vous savez qui c'est qui a battu, Moscou, machin, c'est moi et tout», et même, quand il dit ça, on sent qu'il est encore en non confiance et que personne pourrait le croire ou peut le croire parce qu'il rejette rien. Alors c'est peut-être aussi la mise en scène qui le veut et le fait que, bah, Joaquin Phoenix joue ce personnage un petit peu, vraiment toujours monotone, qui fait qu'on ressent ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est pas aidé par le côté justement très froid de la caméra de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est un réalisateur malheureusement très peu émotionnel. Ce qui va très bien dans une question de survie comme Alien, par exemple. Mmh. Ce qui est moins intéressant, justement, quand on doit s'attacher à une histoire d'amour, quoi. Mmh. Or, l'amour de Napoléon
sa famille, pour Joséphine, y compris aussi pour Marie-Louise d'Autriche et donc pour Napoléon II, le petit Césarion. Malheureusement, Ouais, d'ailleurs, tiens, ça cette s'est jamais fait, question-là, quoi. donc on apprend effectivement qu'il a un fils bâtard hein, dans l'histoire. Alors dans le film, on le nexe totalement après sa naissance. Dans la vraie histoire, dans la vraie vie, ça m'intéresse. Mathieu, tu sais qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Alors moi, j'ai jamais entendu parler de ça, justement. Je sais Alors, ouais, que effectivement, est-ce que il c'est, a ouais, d'accord. Est-ce que c'est fictionnel ou pas alors du coup? c'est possible. Malheureusement, Ouais, mais ça là, n'apporte rien si c'est je sais pas. fictionnel. Pardon, Alors Antonin? Si c'est vraiment fictionnel, je trouve que ça n'apporte rien, mis à part le divorce, mais le fait que ça soit un bâtard, avec une jeune fille de 18 ans, je trouve que ça n'apporte rien. mais Bah, il y a est-ce des que ça n'a chances pas été que coupé au montage? Est-ce que c'est pas dans la partie de 4 heures où on en entend plus parler? C'est ça le truc aussi. c'est possible. Mais surtout, il est plus que probable, puisque justement Napoléon, était réellement fertile puisqu'il a eu, avec Marie-Louise d'Autriche, un enfant. Il est possible, vu qu'il a eu, beaucoup de femmes dans sa vie, souvent les coups d'un soir dont il parle aussi avec Joséphine, il est possible qu'il ait eu d'autres enfants, illégitimes. Quand tu Donc parles de Marie-Lise d'Autriche, on la voit dans le film cette femme ou c'est ouais. de qui que tu Ah bah parles? C'est oui, la c'est la c'est la jeune fille qui, Oui, la de fille, 16 ans là. du l'empereur d'Autriche c'est la jeune qui, fille qu'il enfante? ouais, D'accord, c'est c'est elle, pas d'accord. la Non, c'est pas c'est pas la la jeune jeune fille. fille de 18 ans, Ah non, alors c'est laquelle? qui l'attend dans son lit. Non, non, c'est, celle Ah, qui vient vers lui, qui lui a emmené, avec le capuchon, oui. rouge, c'est celle qui lui donne son fils, quoi. Non, Ah, je me rappelle c'est plus. Si, c'est vers les Je me 3 quarts rappelle du plus de cette film femme. et tu sais, ils sont tous, ils sont dans un hall et puis elle vient, elle dit: «Oh, vous êtes très aimable madame», et puis après ils partent tous les Pourtant, 2 je vous jure, j'ai ensemble, pas dormi une seconde, hein, mais je me rappelle plus de cette séquence. OK, d'accord, j'ai dû bah, cligner les yeux à ce moment-là, je sais pas. «Vous avez fait un bon Heu, voyage», en oui, c'est assez possible. proche malheureusement de la réalité historique puisque, là aussi, quand il y a eu le mariage avec, la fille, de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise, la phrase de Napoléon, ça a été: «J'ai épousé un ventre». Pourtant il a jamais été, mauvais ou avec elle ou quoi que ce soit, ou respectueux, mais il était, conscient du fait que justement, il ne l'épousait pas par amour, il l'a épousée pour raisons, politiques. d'accord. OK. OK, OK. Antonin, Mathieu, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Est-ce qu'il y a des détails que vous voulez, alors pas forcément sur le côté histoire, hein, Parler, sur la mise en scène, qu'est-ce que vous pensez de la mise en scène en général? Donc les scènes de bataille, on est plutôt d'accord pour dire que c'est quand même plutôt bien mis en scène, que c'est non, Mathieu pas trop? Bah, vas-y, dis-nous Mathieu. ah bah, j'ai beaucoup parlé. Non, je vais juste me contenter du côté, justement, du côté froid, de la façon de filmer de Ridley Scott, en sachant que justement, normalement, les batailles, on les voit pas prendre au trip et surtout, qu'est-ce que c'est les batailles? C'est la charge à la baïonnette qui monte. Alors justement non, la bataille dans le style Napoléon, c'est pas la charge à la baïonnette. La baïonnette, c'est pour se défendre contre les cavaleries, contre les charges de cavalerie et c'est, quand justement on n'a plus d'autre choix que de faire le corps à corps. Sinon, c'est du tir, en carré, afin d'amener, l'adversaire à perdre sous le feu. Ah bah, Sous le ce feu. que font les Anglais, hein, du coup, hein, c'est ça, hein? Ce que font les Putain, cette Anglais à un stratégie, moment. c'est ouf, en fait, elle est toute simple, mais elle est vachement enfin, tu te dis, c'est hyper malin, quoi, comme Et technique. ça, c'est hérité justement de tactiques, les tactiques des piquiers, des terceros espagnols, par exemple. D'accord. Et ça, justement, la baïonnette, c'était l'invention révolutionnaire parce que tu faisais d'un fusil une lance. C'est-à-dire que tu n'avais plus Bah, besoin ouais. d'avoir un mousquetaire et un lancier. Tu avais les deux en un seul Ah soldat. ouais, une arme de feu, une arme blanche en une seule arme, ouais, Ça a été c'est plutôt malin, c'est plutôt une malin. énorme avancée. D'accord. Et bon, du coup, côté casting, qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble du casting? On a parlé surtout de Joaquin Phoenix. Moi, je suis un peu déçu, pour Napoléon. Il y a un autre acteur que j'aurais bien voulu voir dedans. Est-ce que je vous montre à qui j'aurais pu penser? Ok. Voilà. Moi, j'aurais pensé plutôt à lui. Je sais pas ce que vous en pensez. Il fait pas corse. Je ne fais pas corse Ah, non plus, voilà, c'était un oui. petit clin d'œil. Donc pour ceux qui Ouais, ont le clin écoute-toi, d'œil, c'est c'était dans ombrageux. une de nos émissions VHS avec Mathieu il y a quelques années où j'étais déguisé en Napoléon. Non, non, je déconne, c'était une blague bien évidemment. Mais oui. Voilà. Non, non, au niveau casting, donc là plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble du casting autour de Napoléon? On a parlé de Joaquin Phoenix, mais voilà, Vanessa Kirby, je trouve qu'elle fait vachement bien le job, Oui, qui joue Joséphine, et puis même l'ensemble de tous les autres personnages qui vont entourer
le Napoléon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des acteurs qui vont plus marquer que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez relever? Non, il n'y a pas d'acteur Non, qui joue après, mal. Vas-y, Antonin. non, après, à part Joséphine, moi je trouve qu'il n'y a pas. Ouais, ça aurait été quand même des bons acteurs, mais il n'y en a pas un qui m'a vraiment Bah, parce transcendé. qu'on n'a pas trop le temps de s'arrêter dessus. C'est vrai qu'on les voit Et toujours très vite comme passer. comme c'est vraiment centré que sur Napoléon, au final, les seconds rôles, on les voit pas, les personnages secondaires, ils sont quasi inexistants. Bah, le roi russe, le jeune, là, a quand même une vraie tête Ouais, à claque. Alexandre. Hein. C'est quand même, ouais, il est quand même plutôt pas mal. Et justement, le roi, le duc anglais ou le roi, je sais plus. Je trouve on le voit forcément qu'à la fin du film, mais c'est vrai que je trouve qu'il dégageait quand même quelque chose. Il avait une certaine prestance, cet acteur. Mais ouais, effectivement, on est très très sur le duo. Hein, amoureux plus que les autres personnages. Le Même père voilà, Alvette, c'est vrai. on parlait de Tahar Rahim, on adore. Moi, j'adore cet acteur français. Il a pas assez de matière pour qu'on se rende compte de son personnage ou même de son jeu dans la plupart. Je reviens encore parce que j'ai plein de questions comme Mathieu, tu m'as jeté sous la main à ce niveau-là. C'est quand même hyper bien. Il y a une autre séquence qui a fait hyper polémique dans les bandes annonces ou même qui a été suranalysée avant que le film sorte. C'est la fameuse séquence de son auto-couronnement. Je l'appelle ça comme ça. Il paraît qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraiment vraies. Alors pourtant, en termes de reconstitution, il paraît que tout l'ensemble, les décors, les costumes, c'était quand même plutôt bien poussé. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette séquence et sur ce que tu sais de ce couronnement? Ben, ça se voit à la fin que justement c'est tiré de la peinture Le Sacre de Jean-Louis David, et qui est une des peintures les plus célèbres sur le règne de Napoléon. Moi personnellement, elle m'a pas du tout, m'a pas du tout choqué cette scène, puisque effectivement le côté j'ai récupéré la couronne de France dans le ruisseau, je crois qu'elle est authentique. Le fait qu'il ait pris lui-même la couronne justement pour dire au pape quand même, c'est pas vous qui allez me couronner, c'est moi qui vais me couronner. Ça, je crois que c'est bon aussi. Donc j'ai pas vraiment non, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. D'accord. Non, c'était une simple question parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un avis plus historique. Mais ouais, je sais pas ce qui est reproché, je sais plus sur quoi c'était, c'est peut-être des détails de costumes ou des machins, mais je veux dire, franchement, en termes de reconstitution, l'ensemble du film est vraiment propre. Hein. Enfin, les costumes et tout, ils sont tous cool, même les décors, même si c'est les décors, il n'y a pas non plus, à part les séquences de bataille en termes de décors de château et autres, c'est toujours des plans assez resserrés. On n'a jamais vraiment d'ensemble de château ou de royauté. On est quand même plus sur des séquences de bataille où là on voit plus un petit peu ce qui se passe sur le champ de bataille, sur des séquences, sur des mouvements un peu plus amples. Mais non, je trouve qu'en termes de costumes et tout, franchement, on y croit. Et des fois, il y a des films où on n'y croit pas trop. Les perruques, les machins et tout. Là, je trouve que tout l'ensemble, on y croit plutôt bien. En termes de reconstitution, je parle. Et j'avais une question pour Mathieu. Encore une. Quand il va du coup en Russie pour tenter d'envahir du coup la Russie, Saint-Pétersbourg. il a vraiment sous-estimé le froid? Oui, parce que encore une fois, il y avait le côté justement, ce qu'il voulait avec Alexandre, c'est le contraindre, parce que c'est Alexandre qui a fait un coup de poignard dans le dos de Napoléon, puisqu'il avait accepté le principe du blocus, et ensuite il avait rompu le blocus avec l'Angleterre. Donc là-dessus, Napoléon fait une attaque offensive, ce coup-ci sur la Russie, et ce que font les Russes, c'est très simple, ils reculent, ils vident leur campagne en brûlant les champs quand ils n'étaient pas moissonnés, en récupérant tout ce qu'ils pouvaient. C'est la tactique de la terre brûlée. C'est la première fois que ça a été visé comme ça d'ailleurs. Et donc Napoléon a avancé en se disant, si j'arrive à prendre Moscou, si j'arrive à prendre le tsar, tout s'arrête. Et justement, ils ont été jusqu'à cramer Moscou, les Russes, pour montrer à quel point non, ce ne sera pas la paix. Et jusqu'au bout, Napoléon s'est dit c'est pas possible qu'ils acceptent jusqu'à brûler leur ville, qui en plus qui contient pas mal de lieux saints, et pourtant ils l'ont fait pour montrer à quel point les Russes sont déterminés. Surtout que même à l'époque, déjà c'était des belles villes. Donc c'est ça qui est quand même incroyable, quoi. C'était la troisième Rome. Qui préférait autant s'auto-punir que de se faire par C'est Napoléon. pas de la punition pour eux, parce que eux ce qu'ils voulaient c'était montrer
à quel point ils étaient déterminés. Hmm. Les Russes, c'est à partir de là, justement, les Russes ont eu leur, leur réputation d'invincibilité sur leur propre territoire. On peut les vaincre Ok. sur un autre territoire, mais pas chez eux. Incroyable. Incroyable. Ah, Mais ouais, l'histoire du froid, c'est vrai que tu te dis, il aurait pu quand même, ils auraient pu anticiper. En tant que stratège, ils auraient quand même pu largement plus anticiper. Oui, parce Ils ne que en pouvaient pas plus, l'anticiper. Parce que en 1814, il y a eu un événement qui a eu lieu, je crois que c'est à Sumatra. Il y a eu une explosion volcanique qui a fait une année sans été. Donc c'était en plus une des années les plus froides qu'il y a eu sur Terre depuis, je crois, 500 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Donc vraiment, il n'y a eu que de la Scooboon pour lui là-dessus. Un homme qui a pas eu de chance au final, quoi. Malgré son mérite. D'accord. Ok. Et le mérite aussi de ses hommes. Et bien sûr, bien évidemment. De toute façon, ça se sent même dans la une des dernières séquences du film, qui effectivement son retour. Non, je me trompe. Non, c'est pas la dernière séquence. La dernière séquence, il finit vraiment sur l'île de Sainte-Hélène, on est bien d'accord. C'est la séquence où il retourne du coup. De Sainte-Hélène. Où il retourne du coup voir en partie ses hommes, et que ses hommes, du coup, sont encore à fond avec lui et sont totalement. Et cette séquence-là où ils vont tous sur lui et que même lui est complètement étonné du symbole qu'il a laissé quand même dans les esprits. Elle est plutôt intéressante, cette séquence. Ouais. Là, il manque en fait une scène. C'est après la mort de Napoléon. Son corps a été ramené en France. Et donc, il a été son corps est actuellement, encore une fois, en France, là, au Panthéon, si je me souviens bien. Ouais, à l'hôtel des Invalides, je crois. C'est ça. Et il se trouve que, justement, un de ces derniers maréchaux, qui était vieux, qui était gravataire, qui était en mauvais état, a tenu jusque-là, jusqu'à voir justement cette cérémonie d'inhumation. Et il termine en disant à ses autres hommes, aux autres grognards qui étaient venus pour acclamer le corps de l'empereur, messieurs, rentrons mourir. Si ce film avait terminé là-dessus, franchement, je passais à 3. Peut-être que dans la version longue, il y aura ça, Mathieu. Ridley Scott, si tu nous écoutes. Ridley Scott, can you hear me? Show this thing by Mathieu. Yes. This scene is necessary. Yes. Non, mais en fait, voilà, on a beau, c'est ce que je ressens de notre conversation. Donc, bien sûr, ça a été une masterclass de Mathieu qui nous donne plein d'infos hyper intéressantes et il est bien plus calé sur le personnage que nous, mais on a envie de l'aimer, ce film, en fait. On n'a pas envie de le détester non plus, même s'il a des points négatifs, on va pas se le cacher. Mais je trouve qu'il a quand même mérite, comme disait Antonin, au coup d'œil, bien évidemment. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'écoutez pas forcément toujours ce que vous entendez et allez vous faire votre propre avis aussi. C'est ça qui est important dans le cinéma, c'est voilà, ne restez pas collé aux simples avis et même voilà, le nôtre n'est pas l'avis principal et en tout cas pas l'avis objectif. Donc chacun a son ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on termine cette critique de Napoléon? Est-ce qu'il y a d'autres détails que vous voulez rejoindre? Donc on a effectivement évoqué au début, Antonin, tu parlais de la BO, c'est vrai que je ne sais même plus qui a composé la BO. Ouais. Je sais pas. Napoléon. Alors attends. Moi je trouve que les 15 premières minutes sont vachement réussies. Lesquelles, pardon? Les 15-20 premières minutes. Ouais, non, franchement, l'intro du film est plutôt cool. De la guillotine, même jusqu'à la bataille de Toulon, là, sur le fort, avec le cheval qui se prend le. Putain, là, moi je trouve ça impressionnant. Le boulet là. Ouais, c'est bien parce qu'il a pas peur de faire peur, quoi, ou de nous faire peur aux yeux, ouais, c'est sûr. Mais ouais, moi j'ai adoré les 20 premières minutes en tout cas. Donc tu disais, voilà, c'est Martin Phipps qui est du coup le compositeur. C'est ça. Il me dit rien, ce compositeur, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Mais oui, c'est sûr, c'est vrai qu'il y a ça, et je pense qu'après le montage a tellement été charcuté pour la version courte du coup qu'on a eu. Je pense que franchement, ça mériterait le coup d'œil si vous êtes motivé, pas forcément de faire une vidéo, mais quand il sortira sur Apple, on essaiera de le revoir et de rééchanger sur le film, parce que effectivement, on a avec une version raccourcie pour les salles, quoi. Vraiment, ça se sent. Voilà, donc peut-être qu'il sera encore mieux après. C'est la première fois qu'Apple fait une aussi grosse production que ça.
non? Bah, pas vraiment, parce que c'est eux aussi qui ont coproduit celui qu'on a parlé le mois dernier, Killer of the Flower Moon, hein, le dernier Oui, c'est Scorsese, vrai. et c'est aussi Apple TV. Donc, mais voilà, alors, Scorsese, je pense qu'il a fait la version qu'il voulait faire, parce qu'elle dure 3h30, je crois, si je me trompe pas, si je me rappelle plus, je sais plus. En tout cas, mais c'est vrai que là, on sent qu'il y a eu du charcut. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est encore une fois pour pouvoir faire plus de séances dans une journée en salle mais c'est triste parce que du coup, bah, on a l'impression de voir encore une bande-annonce d'un film qui n'est pas fini. Et ce serait et même quand on verra la version longue, on sera jamais aussi dedans parce qu'on aura déjà vu les 3/4 du film ou une grosse Ouais, partie c'est du ça. film. Donc, le ressenti sera pas le même du tout, je pense. Et peut-être qu'eux, ils ont un objectif aussi de dire: «Ben, tenez, on vous donne une petite séance du coup de notre film. Du coup, vous allez voir en plus, vous devez vous abonner en plus par derrière pour Apple Ouais, TV ça si peut vous être du voulez voir, commercial. Mais la version plus longue». Donc j'espère que c'est pas ce qu'ils vont j'espère faire que pour ouais. tous les Ouais. films après, parce que sinon je vais péter un câble, moi. Voilà. Putain, ils sont fous, Et ces gens. c'est malheureusement le problème avec le système de distribution actuel, c'est on est encore dans un certain entre-deux. On ne sait pas trop Ouais, quoi faire avec le cinéma, quoi faire avec la télévision, quoi faire avec Ouais. la VOD. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, messieurs, nous allons du coup, je pense, nous quitter sur cette analyse. Voilà, donc ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à aller voir du coup en salle ou le rattraper plus tard, mais voilà, vous voulez jeter un coup d'œil. Et puis peut-être pour les plus chanceux, au final, attendre la version Apple TV et vous verrez tout d'un coup. Et ça se trouve, ça sera un film encore meilleur que celui qu'on a pu voir aujourd'hui. Il y a des chances. Voilà, voilà. Merci Mathieu, merci Antonin. J'espère que pour ce premier système argument, ça t'a plu d'échanger sur un film. Ça me plaît toujours de faire des lives. C'est super. Je vois qu'Antonin, ça y est, il a pris l'abonnement. Ah, pas des lives, des Ouais, il a pris l'abonnement, c'est des caméléons. Ça y est, c'est parti. C'était une des plus belles surprises de l'année aussi. En nouvel invité, on va dire bien, je ne trouve pas le mot, un habitué durable. Voilà, on va dire ça comme ça. Tué. Voilà. En tout cas, on se retrouvera du coup le mois prochain, je pense avant les fêtes, hein, pour parler d'un autre film. Je ne sais pas du tout encore ce qui va arriver en décembre. J'ai pas trop regardé, je vous avoue, vu toutes les reports qu'il y a eu à cause de la grève qui s'est enfin finie. Mais en tout cas, je sais pas encore trop ce qui va sortir, quel film on abordera. Il y aura bien évidemment un autre fauteuil rouge avec un nouvel invité, j'imagine. Et bien sûr, on se retrouvera aussi, je l'ai annoncé samedi dernier dans le live des Hunger Games, mais on fera bien sûr notre top de l'année. Mathieu adore classer des films dans un top. Non, mais on fera notre top 5 de l'année 2023. Et Antonin, si tu as envie de participer à ce top, tu es le avec plaisir. bienvenu, même si tu as fait qu'un seul système argument pour l'instant, tu fais partie de l'équipe, il n'y a pas de souci. Non, mais là, j'ai un peu le temps. Donc voilà, Regardez. donc on a encore quelques semaines pour faire un bilan de l'année et voilà, et classer nos 5 meilleurs films pour nous, bien sûr, personnellement, à chacun. Et ça permet de refaire découvrir des films qu'on n'a peut-être pas forcément vus à d'autres et d'échanger sur ce qui a fait l'année 2023 en cinéma. Voilà, écoutez messieurs, je vous dis à très bientôt, à très vite. On va se finir avec cette fameuse petite phrase. Est-ce que tu la connais, Antonin, cette fameuse petite phrase? Non, Est-ce qu'il je va connais jusqu'au pas. bout des vidéos quand il nous regarde? Oui, je vais Peut-être pas. jusqu'au bout. Mais avant le générique qui coupe. Non, il y a la fameuse phrase de Petit Pied. Moi, c'est un film qui fait écho à mon âme d'enfant Ah, et Petit ça reste Pied. le gimmick. Et il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son le cœur. cœur. Voilà, en tout Exactement. cas. On va finir sur ça et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Ciné Caméléon, bien sûr. Donc d'habitude, il y a les bandeaux, mais là, je ne peux pas les mettre en direct. Abonnez-vous. Abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram, Ciné Caméléon, il y a le Facebook et il y a bien sûr le YouTube, là où vous nous regardez. Voilà, à très bientôt, merci messieurs, et on se dit à très vite. Ciao, ciao. À très vite.